C'est plus, les chiffres. Voilà, tu vois. Les chiffres. Dès qu'on dit de donner le pouvoir aux anglophones, vous commencez à dire, ah oui, non, c'est on va parler aussi. Alors, dans cette situation, on a très peu de chiffres clairs. Les chiffres varient d'une administration à une autre, d'une organisation à une autre. On ne sait pas exactement combien de morts on a déjà enregistré dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais ça fait beaucoup, avec des pics comme Garbu où 24 civils ont été tués en 2020, Mantou où c'est pratiquement 8 civils également en 2021, et Gigado, vous le savez, il y a de cela quelques jours, 14 personnes qui ont été tuées, dont de nombreux enfants âgés de 2 à 7 ans. Les chiffres sont là, les dégâts sont visibles et cela commence à durer 10 années. Est-ce qu'on peut conclure que c'est 10 années d'échecs des différentes politiques développées pour essayer de stopper la saignée? Je vais vous dire que j'ai suivi cette actualité et elle est venue sur mon chemin en semaine parce que j'allais rendre visite à un ami et j'arrive, ça fait 2 ou 3 jours, j'arrive, il me reçoit et quand je repars, il me dit mon épouse est en deuil. Je dis mais ah bon, mais tu ne m'as pas dit, pendant qu'on y était, je lui aurais souhaité présenter mes condoléances. Il me dit, et justement, la grande boucherie dans le nord-ouest, c'est sa famille qui a été décimée. Décimée. Et cette femme était debout. Elle nous servait, je n'ai pas vu une once de douleur. C'est-à-dire qu'elle a su voiler sa douleur. C'est pour vous dire que quand vous avez mis le sujet, je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être une prémonition pour que je puisse témoigner de cela, de la douleur, vous savez. Ce n'est pas la première fois que je me rapproche de ce type de douleur par personne interposée. Mais restons dans l'analyse factuelle et surtout claire des choses. Moi, je ne voudrais pas que l'on pense encore ce que j'entends dire. Il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. Il n'y a pas de francophone au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a que des gens qui parlent le français. Il y a des gens qui parlent l'anglais. Il y en a qui parlent anglais et qui sont même en train de disparaître. Mais qui ont une culture anglo-saxonne, héritée du Nigeria. C'est-à-dire l'époque de l'assimilation britannique. C'est-à-dire les arrière-grands-parents ou les grands-parents de ceux qui sont de notre génération. Comprenez? Donc il n'y a pas d'anglophone. Je voudrais d'abord qu'on parte de là. Là-bas, il n'y a que des Banyangui, des Bafout, des Bangwa, des Bakweri, et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout comme aussi dans notre zone, là, quand on dit francophone, il y a les Beti, il y a les Boulou, il y a les Maka, il y a les Bamileke, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc la langue ne peut pas être un facteur pour dire que je suis ceci et alors je voudrais enlever une partie de ce territoire et l'amener ailleurs. Vous comprenez? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et l'erreur historique, ou l'une des erreurs historiques qui ont été commises, justement par nos dirigeants, commençant par Aïdjo, c'était justement d'entériner cela dans notre histoire. Le 20 mai est devenu une fête nationale de l'unité. Le jour de la fête nationale de l'unité, le 20 mai représente quoi dans notre histoire? Pour moi, c'est rien du tout. S'il fallait absolument une fête, c'était de célébrer le jour où la Grande-Bretagne et la France se sont assises et ont décidé de nous partager. C'est-à-dire le 10 juillet 1916. Après avoir évincé, chassé l'Allemagne de notre territoire. La séparation? Oui, on devait plutôt célébrer cela, c'est-à-dire pour rappeler aux Camerounais, commémorer, merci, pour rappeler toujours aux Camerounais que nous devons être unis aujourd'hui parce qu'en fait, voilà d'où nous partons. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est cela, c'est-à-dire pour moi c'était une erreur de partir de là. L'autre erreur, le président Paul Biya en 1984 a pris une ordonnance, c'est-à-dire dans le domaine de la loi, du 4 février 1984, et il a décidé dans son bureau avec ses conseillers de transformer la République unie du Cameroun, RUC, en République du Cameroun. Alors que ce n'était pas cela. Par les formes, des procédures, il aurait dû passer, normalement aussi, soit par le Parlement, soit par un référendum.
Pour demander aux Camerounais confondus, c'est-à-dire nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, et ceux de 8 autres, pardon, on était encore 7 régions, 7 provinces, on était encore 7 provinces. Donc les 5 autres provinces de dire, voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps? Vous voyez, je pars de là pour montrer les causes profondes aussi de leur exaspération. Parce qu'ils se disent, mais attendez, 61, on s'est réunis, nos aînés sont réunis à Fumban, d'accord, on est entré dans la fédération, d'accord. En 72, le président Ahidjo nous a promis plein de choses. Parce qu'ils ont entendu, les tandem Mouna et tout ça, ils ont entendu. Hein. Il y a ce que nous savons officiellement, mais il y a aussi des choses. Parce que quand Mouna, le père Mouna, il démissionne en 94, il dit clairement, hein, je ne peux pas rester dans cette commission sur la Constitution parce que j'estime que tout a été dévoyé. À ce rythme où nous allons éteindre complètement les communautés du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est vrai, il a claqué la porte. Vous comprenez? Donc il y a ces erreurs. Mais il y en a plusieurs. Mais si on rentre dans le sujet, vous avez dit qu'on ne compte pas les morts, et ainsi de suite. Peut-être du côté civil, mais on compte. Ne vous dérangez pas. Il y a des services qui sont chargés pour ça. Ils comptent. Si vous regardez dans les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense, nous sommes à déjà près de 2000. C'est-à-dire soldats, armées, forces d'armes, terre, air, mer. Nous avons les gendarmes, policiers. On est à près plus de 2000. Hein. Tous les jours, parce que vous comptez 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, depuis 2015, on est déjà à près de 2016. Ouais. Voilà la solution, voilà la réalité aujourd'hui. Alors, vous nous parlez donc de cette question de nos frères, de cette zone-là. Moi, je dis, c'est un conflit qui est fini depuis. Et en plus, l'État aujourd'hui, c'est là, j'aimerais sur l'incapacité. Il parlait des solutions. Si vous administrez une solution à un problème et que le problème ne s'éteint pas, ça veut dire que la solution est mauvaise. Et si la solution est mauvaise, ça veut dire que celui qui crée la solution n'est pas à sa place. Ou alors n'est pas au niveau. Ça veut dire qu'il n'est pas au niveau avec tous ses amis. Ou alors il est au niveau et il refuse d'administrer la bonne solution. Faites attention à ce que je viens de dire. Je commence par il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, pourquoi? Parce que vous avez une solution, une affaire que vous avez vécue, pas entendue. Parce qu'il y a d'elle depuis octobre 62. Octobre 62. Il a vécu chacune des étapes, à part 61, au référendum de 61. Les négociations de Fumban. Donc il connaît cette situation. En 72, c'est lui le secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y avait pas de premier ministre. Ahidjo avait éteint la primature. Après, le premier ministre, je crois que c'était Tchungi, Simon-Pierre Tchungi. Je peux me tromper sur le dernier, avant la période de vacances, avant 1975. Vous voyez? Alors, comment se fait-il qu'il ait pu perpétrer les erreurs du passé, cet oubli du passé, de ce que lui-même il a vécu dans sa chair en tant qu'administratif et en tant que politique? Donc, je reste sur la compétence. Mais si je dis, ils ne veulent pas voir la solution, ils font semblant de ne pas voir la solution. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Je crois même que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est une crise qui justement fait le renouveau aujourd'hui. Mais figurez-vous, le résultat de la présidentielle, ils en ont profité. Souvenez-vous qu'avant la campagne, avant le début de la campagne, celui qui est ministre de l'administration territoriale, il y avait les ambassadeurs, on dit entre guillemets, j'ai un groupe de ce qu'on appelle ambazoniens, est sorti et a dit on ne veut pas voir les hommes politiques qui viennent battre campagne. Oui, ils ont carrément envoyé cette menace. Et c'était suffisant pour dissuader les uns les autres d'y aller. Conséquence, même les résultats. Qui a battu campagne là-bas? On a vu même un ou deux là qui sont arrivés à Bamenda et puis sont repartis. Bon, un était entouré d'une escouade de militaires. Bon, un autre, bon, je n'en ai pas vu, peut-être ils étaient en civil. De toutes les façons, comme opposants. Mais voilà une situation qui a favorisé le pouvoir en place. Puisque l'opposition n'y a pas été présente. Donc les résultats ont été façonnés à la dimension des ambitions équilibristes du pouvoir pour pouvoir remporter l'élection du 12 octobre dernier. Merci. Donc je voudrais, permettez-moi d'achever. Oui, je vais terminer. Je vais terminer pour dire que ce pouvoir-ci que nous avons se délecte justement du sang qui coule de ce côté-là. Parce que le Nigeria nous a aidés. Le Nigeria n'est pas entré dans cette guerre. Vraiment pas entré dans cette guerre. Nous connaissons pourquoi. 68-70, Yacoub Gowon. Et d'ailleurs, quand le président Ahidjo, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, quand il vient limoger Michel Njensi, il sort du jugement du Nigeria.
où Yacoub l'a reçu pour le remercier de sa position face à la France. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à éteindre cette guerre qui tue à la fois nos soldats, nos policiers, et à la fois les populations? Voilà la grande question. Parce que politiquement, cela leur profite. Aristide Mwanda, sur ce qui apparaît comme une affirmation de Valère Bessala, que la crise, entre guillemets, dans le nord-ouest et le sud-ouest, profiterait au régime. Bon, je suis très heureux de la formule conditionnelle, parce que là, c'est une déclaration assez grave qui engage lui qui l'énonce. On peut considérer qu'à l'intérieur de l'appareil, il y a un groupuscule d'individus qui s'en délectent, peut-être. C'est-à-dire que, comme on dit l'arrière-boutique, non, ça existe partout. Je vous ai dit que RDPC, ce n'est pas la dénégation. Quand il y a des situations, on essaie de les aborder avec le plus grand sérieux, avec beaucoup de minutie, pour que nous demeurions audibles auprès de nos compatriotes qui nous écoutent. Nous ne voulons pas perdre notre temps le dimanche. Alors, mais je vais vous lire quelque chose, c'est une phrase, ce que dit le capitaine de vaisseau Atonfa Guémon. J'aime bien, je le salue au passage. Personne pour s'indigner de la mise à mort ce mercredi 14 janvier 2026 à Jidado, dans le nord-ouest, de tout petits enfants, des vieilles femmes et d'hommes âgés. Ça, je voudrais m'orienter vers nos amis très souvent qui s'érigent en inquiéteurs de conscience, ces ONG, ces associations qui ont systématiquement tendance à pointer du doigt le gouvernement de la République ou le peuple camerounais. C'est extrêmement dommage. Voilà donc une situation qui devrait engendrer, qui a suscité le drame. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'effroi. Je ne peux ne pas aborder cette question en tant que politique puisque nous sommes régulièrement tensés, y compris par l'Union européenne, qui est un partenaire privilégié, que moi je n'ai pas vocation ici à interpeller. Mais j'en appelle quand même à la conscience collective. Que vous compreniez qu'il y a quand même une posture à géométrie variable. Vous comprenez? Voilà qu'on a assassiné des gens, quel que soit ce que nous revendiquons. Je suis constant sur ma démarche. Notre modus operandi au RDPC sera toujours le même. Celui qui consistera toujours à privilégier la paix, puisque notre patron en est un mendiant. En décimant une population, en détruisant le tissu économique, en saccageant les infrastructures, nous régressons. Rien ne peut être de nature à justifier de telles pratiques. Nous allons continuer, parce que la paix n'a pas de prix, parce que la vie ne l'a pas d'avantage. Nous allons continuer de prôner l'expression, hélas, il faut l'accepter, le vivre ensemble, que nous comprenions que nous sommes un peuple au même destin, qui est appelé à cheminer ensemble, que l'histoire, que la destinée a mis ensemble. Et que de toute façon, ce qui nous réunit sera toujours plus grand que ce qui nous oppose, car sur le principe de l'État, sur son unicité, le Cameroun n'entend pas brader un seul centimètre. Le président s'est engagé en prêtant serment. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Il est l'élu de la nation tout entière. C'est-à-dire qu'il cristallise les attentions, il a à cœur de sauvegarder son pays dans sa dimension géographique. Ça, c'est un devoir face auquel il ne va point faillir. Donc, le débat ne peut plus être à ce niveau. C'est l'occasion de le dire à ceux qui tapis dans l'homme ou embusqués à l'extérieur nous écoutent, qu'ils comprennent que ce n'est pas un débat que nous pouvons entrevoir. Mais qu'au contraire, ou alors en revanche, le gouvernement demeure toujours disposé à écouter. Il reste à l'écoute pour adresser les problématiques qui sont réelles. Quelqu'un disait tout à l'heure, là, quand on parle des routes, moi qui suis de Mbankomo, est-ce que vous croyez que je suis systématiquement à l'aise? Il y a bien un endroit, je voudrais bien que la route arrive jusqu'à Ntuisson, qu'elle traverse, qu'elle arrive jusqu'à Kwali, et ainsi de suite. Donc on aspire toujours au bien-être, mais nous ne devons pas perdre de vue l'idéal. Prenons ensemble, au-delà des critiques qu'on peut formuler, au-delà de toute philosophie, au-delà des rappels historiques ou qui consacrent notre réalité sociale, il faut quand même observer que, et Valère le dit si bien, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Parce que quand je suis cette bêtise, mais je note avec beaucoup de bonheur quand il vient en Europe que notre plat de prédilection, et c'est bien, c'est le ndolé de maître de Limbilobe.
Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a fait une blague sur Facebook, quand on joue les ennemis, mais quand tu es avec une meuf qui est, entre guillemets, anglophone, est-ce que c'est écrit? C'est complètement ridicule. Tout le monde C'est que je voudrais donc dire. tarot. Non, ce que je veux dire. Et c'est important que nous insistions là-dessus, cette dimension morale, cette responsabilité psychologique qui est la nôtre en tant qu'acteur politique et du moment. Que nous puissions toujours nous souvenir qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Continuons la sensibilisation. Le gouvernement joue sa partition, il travaille, il œuvre chaque jour qui passe. Quand... Abel, s'il te plaît, permets-moi de... Non, c'est pas toi, continue. Mon doigt te le dérange. Ah non, Tu non. vois mon doigt? Non, est-ce que vous savez ce que la crise nous coûte? Ouais. Nous avons... les ressources sont rares. À l'heure actuelle, tout le monde peut le percevoir. C'est une des raisons. Le saviez-vous? Nous souffrons précisément parce qu'il faut mobiliser des moyens pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Nous ne pouvons pas perdre un seul centimètre. Nous perdons trop de vies, trop de sang. Et ça, c'est quand même un problème. Il est bon que cela s'arrête. Et ça passe aussi par le discours, puisque je dis... Abel, donc quand tu fais ça... Non, vas-y. Il me perturbe. Il me perturbe parce que Abel, quand tu parles, tu es prolixe. Tu parles 20 minutes. Vas-y. Dès que je vais développer 2 minutes, d'abord tu as dit que le RDP c'est comme... Tu as dit que tu refuses de reconnaître les efforts qui sont faits, qui sont pourtant visibles, qui sont palpables. Je voudrais que tu dises au monde entier, puisque tu es une voix de plus en plus autorisée, pour les combats que tu as menés, pour lesquels je te félicite, que tu dises qu'il y a des actions qui sont entreprises, qu'il y a des choses qui sont menées, et que le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Tu vois, il est bon qu'après lui que je parle un peu. Non! Est-ce que tu fais chorus? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu agrées? C'est ça que je voulais dire. Oui, tu confirmes. Les actions que tu loues là, Oui. elles n'ont pas donné de résultat. Parce que des bandits... Attendez. Non. C'est pas ce que... Non, Jean-Jacques. Tu sais, voilà une bande de bandits embusqués dans des forêts qui font un commerce, c'est-à-dire qui font des rançons que nous versons. Oui. Il y a l'industrie de la guerre, il y a des banques, il faut accepter ça. Et que là, c'est les gens qu'il faut traiter avec dureté. Bien Et sûr. le président me l'a dit. Mais je ne t'ai pas dit que je suis contre... l'appel à la paix Je ne t'ai pas dit que je suis contre le déploiement de l'armée. que j'ai lancé n'est pas entendu, je donnerai instruction aux forces de défense de les neutraliser. Paul Biya dit, non, il faut comprendre quand même qu'il y a cette dimension militaire importante. Nous perdons des gens parce qu'un groupuscule estime qu'il faut faire des rançons qui violent et qui tuent. Bien sûr. Ça, nous ne pouvons pas le tolérer. C'est des infractions, c'est des justiciables. Bien sûr. Vous comprenez? Ramenez tout à des questions politiques. Sauf Voilà quelqu'un qui est dans une forêt, qui sauve une âme, qui agresse, on dit que parce que le Nozo, on parle de 72. Sauf que, Manda, C'est- il y a quelque chose que tu entends régulièrement. Oui, Quand tu as un tel niveau d'insécurité, oui. la solution commence par amener les victimes à adhérer. Si tu vois l'insécurité persistante, Mais ils sont pas consentants, parce que les populations, cela veut dire je vais donc que terminer les victimes par les qui sont interpellants. dans les populations Oui. Il est bon. participent Non, à je la voudrais- couverture de Ah, ces merci, D'accord. j'ai compris donc sur ce point. C'est Il donc- est bon que nous les interpellions. Oui. Justement, c'est pour Mais c'est là où nous sommes, toi et moi, nous ne sommes pas Ils sont d'accord. pris en C'est la otage. valeur de la solution. Non, elles ne sont pas forcément La concernées. solution n'amène Arrêtez. pas les victimes D'accord. à adhérer à ce qui... Aristide, moi j'ai écouté un collègue Oui. d'expression Vas-y. Journaliste. anglophone qui a dit la solution c'est les populations. Voilà. Il a dit que- J'en venais donc. Il est de là. Vous avez anticipé sur cette très belle chute qu'il me plaît de déployer en quelques secondes. Je voudrais que c'est un appel que je lance à nos populations, et en l'occurrence à nos mamans qui sont, comme nous le savons, le sel de la vie. Parce que j'ai vu même dans notre contexte, des mamans couvrir, elles sont si maternelles. C'est une maman livre difficilement son fils, c'est des cas extrêmement rares. Hein. C'est pour ça que je m'adresse à nos mères. Parce que parfois, leur instinct, le fait qu'elles nous maternent, nous les écoutons, elles sont susceptibles aussi d'adresser un message, elles peuvent éduquer. Il faut qu'elles comprennent qu'elles sont en responsabilité, que la vie, comme nous n'avons de cesse de leur dire, leur incombe aussi n'a pas de prix. D'accord. Elles ont fait 9 mois à porter la vie. Elles ne peuvent pas détruire la vie. Parce que lorsque quelqu'un va agresser et se ramène avec les fruits de la rançon à la maison, et que vous Les consommez, enfants d'autrui. ce n'est pas quelque chose. Donc nous dialoguons, parce que ça, ce n'est pas des gens qu'on peut brutaliser, parce que comment on va résoudre une crise où à certains endroits, la population n'est pas consentante, alors qu'à d'autres, vous verrez que le phénomène a quand même fortement régressé. Ça, il faut le noter également. Ce n'est pas avec le même impact. Ce n'est pas pour m'en... Absolument. Je m'en félicite. Et pour conclure donc,
Je voudrais avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, tous les jours, se sacrifient pour que nous ayons quand même, comme à certains endroits, un simulacre de paix, mais davantage de la paix parce que il est difficile. Même si c'est l'honneur et la fidélité, la devise qui les caractérise, on connaît les sacrifices auxquels qu'ils consentent. Je voudrais leur apporter un mot d'encouragement sincère et fraternel et qu'ils sachent que le peuple est avec eux, nous les soutenons. Je leur dis bon courage. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'une des propositions de solutions régulièrement entendues, c'est une décentralisation effective. À défaut de... beaucoup parlent de fédéralisme, mais on est un État unitaire décentralisé. On est justement en train d'entrer par l'une de ces portes, la décentralisation avec les élections qui arrivent. Est-ce que ça peut changer quelque chose? On entre dans le temps additionnel et vous changez de thématique, mais le point est celui des élections qui arrivent. Est-ce qu'une décentralisation réussie, des maires connus et reconnus, des députés connus et reconnus dans cette partie du pays peut changer quelque chose? Valère d'abord. Non, ça ne changera rien. La solution est à Yaoundé. Moi, je vous ai dit que le conflit est terminé là-bas. La solution est à Yaoundé. Et c'est Paul Biya qui détient cette solution. Là-bas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont les mêmes problèmes que ceux de l'extrême nord et du nord où moi j'ai travaillé. C'est des questions Boko Haram. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on envoie comme ressources pour creuser des puits, des forages, on met dans les poches. Vous comprenez? On écrit à Yaoundé pour dire plan ceci pour la construction de ceci, l'extrême nord. On prend tout, on met dans les poches, vous comprenez? Et on dit aux populations, Yaoundé ne pense pas à vous, Yaoundé ne vous a rien envoyé. C'est la même chose dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que ce mauvais esprit que Paul Biya a utilisé toujours d'avoir comme intermédiaire avec son peuple des parents. C'est-à-dire pour identifier dans une région ou une autre quelqu'un qui peut servir loyalement le pays, il ne passe pas à quelqu'un. Ça fait qu'on lui a servi, ses amis lui ont servi toujours des gens qui n'en valent pas la peine. Mais pourquoi voulez-vous que des gens dans le nord-ouest et sud-ouest se reconnaissent toujours en ceux qui sont ici à Yaoundé, qui disent je suis du nord-ouest et du sud-ouest, on m'a nommé ministre, je suis directeur général, ainsi de suite. Non, c'est pas eux. Parce que là-bas, la sociologie a changé. Voilà. Parce que notre petit Banyangui qui vivait du cacao ou du café dans les années 60, qui n'avait personne d'autre derrière lui, a nourri ses enfants avec le cacao, le café, qui est devenu médecin, ingénieur, ainsi. Et tout ce que Biya nomme jusqu'à aujourd'hui, c'est les petits-fils, c'est les cousins, c'est les neveux, c'est les fils d'eux, c'est les mouna, c'est les, ainsi de suite. Les amis de leurs amis, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça le véritable problème là-bas. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à Yaoundé ne servent pas les intérêts de là-bas, puisque c'est lui qui nous a appris cela. C'est-à-dire que je nomme un ministre pour qu'il aide ceux qui sortent sont des ressortissants de chez lui. Vous voyez? Pour qu'il m'aide à mieux voir les problèmes de cette région-là et qu'on les adresse. Mais le problème aussi, c'est toujours Paul Biya. Pourquoi? J'ai déjà dit qu'il s'en sert politiquement. Mais l'autre souci, c'est quoi? C'est que l'industrie de la guerre, M. Manda en a parlé tout à l'heure, l'industrie de la guerre. Pourquoi l'industrie de la guerre? Vous allez donc vous rendre compte que ces bandits que vous dites dans les forêts, mais ils les connaissent. Moi, c'est mon métier. Renseignement, l'information. Le commandant de brigade, le commissaire spécial, le commandant de compagnie, ils les connaissent tous. Et tous prennent un impôt et de la douane dans ce genre de choses-là. J'ai ces informations. Il ne faut pas vous leurrer. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce genre de situation? Parce que nos forces de défense et de maintien de l'ordre arrivent à des situations où ils se disent pourquoi Yaoundé ne nous donne pas les moyens pour pouvoir terminer ces gens-là? Vous trouvez des gars qui ont des AK-47, des MAT-49, il y a des pistolets automatiques reconnus. Ça vient d'où? Je vous ai dit que le Nigeria nous a excusés. Il a fermé les yeux pour nous rendre l'ascenseur. Parce qu'il y a les Freedom Fighters dans l'état de Cross River. C'est-à-dire chez les Ibo. Et ils sont toujours actifs là-bas, en activité. Mais le Nigeria a jugulé cette situation-là. Même s'il y a des transfuges de par la frontière qui peuvent faire passer les armes et peut-être quelques blancs, les Britanniques ou quelques Français pour venir essayer d'aider ces enfants-là mieux pour les groupes qui sont vraiment ceux du début, c'est-à-dire ceux qui veulent la sécession. Mais la plupart sont devenus des bandits. C'est des grands chemins, des bandits de grands chemins. Pourquoi Yaoundé ne donne pas des moyens à nos hommes là-bas? Vous avez un général merveilleux là-bas, le général Doubé-Créo. Il n'a pas d'égal dans ce genre de situation au Cameroun. Vraiment, on en compte 2 ou 3 à la main.
Mais il est arrivé, vous avez vu quand on l'a nommé, je crois, il y a un peu plus d'1 an et demi. En 3 mois, ça jasait déjà dans les brousses. Et puis, paf, l'opération, du moins, la ferveur a baissé. Parce qu'on sent qu'on lui a demandé de calmer le jeu. Mais pour quelle raison? Dans tous les cas, on ne sait pas exactement quelles consignes ils ont reçues. Je vais sortir. Au moins, on voit que l'intensité a baissé. Je vous parle des effets de température. Oui. Je vais sortir donc pour dire ceci. Il y a autre chose. On dit la reconstruction. L'industrie de la guerre. Qui on a nommé là-bas pour la reconstruction? C'est un ami de celui qui est ministre des Finances là actuellement. On est parti le chercher à la CEMAC. Son ami est parti le chercher à la CEMAC. Il était d'abord ministre. Non. Vraiment, je vous sens déjà gêné. Si vous avez des amis à protéger, vous me dites, je n'en parle pas. C'est vous qui connaissez les amitiés déjà. Laissez-moi donc parler. Laissez-moi donc parler. les amis. Laissez-moi donc parler. Ministre délégué à l'économie, il est parti à la CEMAC. On l'a ramené et on lui a confié encore cette affaire-là. 23 milliards que nous avons pris comme crédit auprès de la Banque islamique de développement en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Rien. Même nos soldats qui sont là-bas, avec notre merveilleux ministre de la Défense, se plaignent de ce qu'ils protègent les infrastructures de construction, puisqu'ils sont là pour veiller sur ceux qui travaillent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire que les ressources même qu'ils sont censés avoir pour pouvoir, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent, n'arrivent pas. D'accord. Rien n'est fait. Vous voyez donc, voilà les grandes questions que nous avons aujourd'hui. Nous avons un merveilleux ministre de la Défense. Un général, là-bas, Doubé Créo, je l'ai cité, qui justement est capable d'éradiquer ce phénomène. 3 mois, 6 mois, c'est terminé, tous ces petits bandits-là, mais ils sont protégés par des gens de Yaoundé, que bien nommés, et justement qui gagnent à ce que cette crise continue pour continuer à dire au président, vraiment il faut de l'argent, vraiment il faut de l'argent, et chaque fois qu'on envoie de l'argent, c'est détourné, on envoie aux États-Unis, on achète des grandes villas, vous connaissez des dossiers dessus, des grandes villas, et partout dans le monde. Voilà le grand souci aujourd'hui. Merci Valère. La question était celle de savoir si avec professeur une décentralisation totale, il est possible de réduire l'impact de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai évité d'évoquer le sujet Issa Chiroma directement, mais on va chuter par là, parce que Valère Bessal a dit qu'il ne parle pas d'autres partis politiques que de son parti. Non, tout dépend de l'angle. D'accord. Est-ce qu'avec les élections qui arrivent, des représentants reconnus par des populations, il est possible d'avoir l'approche de solution? Non, en fait... Le problème, c'est que les cerveaux sont abîmés. Les cerveaux sont abîmés. Donc, que ce soit la décentralisation, que ce soit le fédéralisme, ça ne changera pas grand-chose. Tant qu'il y aura sur le terrain des acteurs favorables à la sécession et qui utilisent les armes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, l'industrie de la guerre dont on parle est extrêmement difficile à déraciner. Elle a créé donc des intérêts qui font qu'il y a des minorités qui s'enrichissent et qui n'ont pas intérêt à ce que la conflictualité soit complètement épuisée. Troisième chose, quand on s'habitue à la violence, ça devient comme une drogue. Il y a donc des effets d'addiction. Et il y a des gens donc qui n'ont plus intérêt à ce que la paix revienne de manière dominante. Et ça, ce sont les problèmes qui vont rester. Et je vous ai dit que ça va encore durer au moins une vingtaine d'années, malheureusement. Malheureusement, c'est dramatique à la fois pour nos concitoyens de ces régions et c'est dramatique même pour le Cameroun à travers les forces de défense et de sécurité qui sont obligées d'aller en mission là-bas dans une affaire complètement absurde. Et c'est dramatique pour l'économie puisque ça fait des effets d'éviction. Ça veut dire que des ressources qu'on pouvait mettre dans des choses plus utiles seront consacrées à ces questions de défense et de sécurité. Malheureusement, on affiche le thème pendant que Moïse Mbog réagit sur la question de sortie évoquée par Valère et par le professeur tout à l'heure. Est-ce que les voies de la décentralisation peuvent être utiles? Elles peuvent être utiles dans la mesure où les populations se reconnaissent dans ces personnes qui les dirigent, qui les gèrent. Il faut qu'elles se reconnaissent en ces personnes-là. Vous savez, et ça nous amène au sujet par lequel on va finir. On va l'afficher le sujet concernant Issa Chiroma Bakary au FSNC. Nous avons tenu un discours de mon temps au FSNC à la majorité des jeunes qui nous accompagnaient. Le discours était le suivant. Vous nous accompagnez pendant l'élection présidentielle. On vous fait un retour d'ascenseur